BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Et ce soir, nos deux invités, Jean-Hervé Lorenzi et Patrick Artus, merci d'être avec nous. Surtout que vous êtes venus avec des décisions, 7 décisions d'urgence à prendre pour une grande coalition. Ça veut dire que la situation à vos yeux en France est assez grave, évidemment, sur le front du chômage. On reviendra en plus avec ces mesures que doit annoncer, confirmer le président de la République. On a déjà quelques idées. Mais peut-être juste avant, vous avez vu pour ce premier jour de cotation de 2016, on a vu une forte baisse de la chute de Pékin. Une forte baisse aussi de la bourse de Francfort, de Paris. On va voir Wall Street. Enfin, on va voir Wall Street. Qu'est-ce qui se passe, Patrick Artus ou Jean-Hervé Lorenzi qui répond? Il se passe que la situation chinoise est toujours assez compliquée, hein, donc les perspectives de croissance sont toujours très molles, et on sait que dans quelques jours, les fonds publics qui soutenaient le marché actions en Chine auront l'autorisation de ne plus le faire. Le marché a remonté parce que beaucoup d'investisseurs publics ont été forcés d'acheter. Aux États-Unis, on a eu des statistiques très mauvaises, donc ils confirment qu'au moins l'industrie est en récession aux États-Unis. Bon, bien sûr, l'industrie, c'est que 10% de l'économie américaine, mais enfin, ça attire beaucoup de services, et donc on voit que l'industrie est en récession. Donc, probablement, les États-Unis, c'est la 7e année de croissance, vont être une économie plus faible que ce qui était attendu, ce qui est normal. On a fini tous les programmes d'investissement rentables, les profits des entreprises se retournent à la baisse, les défauts des entreprises remontent. Donc, je crois surtout, le marché commence à comprendre que la Chine et les États-Unis sont en situation compliquée. Jean-Hervé Lorenzi. Oui, ce qui me frappe, c'est au fond la difficulté que les marchés ont eue pendant des mois et des mois à imaginer, parce qu'on a toujours du mal à imaginer, qu'on est dans un modèle qui est un modèle de nature différente, avec une Chine qui croîtra 3-4%, avec les États-Unis qui croîtront de l'ordre de 2% dans le meilleur des cas, et avec donc un ralentissement de l'économie mondiale qui est inscrit dans toute une série de raisons qui font que voilà, ça n'est pas la fin du monde, mais c'est simplement une situation différente. Or, nous sommes faits de manière telle que nous avons toujours tendance à projeter le passé comme étant la règle absolue et définitive de ce qu'est l'avenir. Or, ce qui sera très intéressant, on a les bons chiffres américains, enfin pas des bons chiffres, c'est pas des bons chiffres, mais les chiffres exacts. Ce qui sera, je crois, très important, c'est qu'un jour ou l'autre, on puisse, sans trop de grosses difficultés, avoir des chiffres à peu près vraisemblables sur la croissance de la Chine. Point supplémentaire, le pétrole est devenu tellement bon marché qu'on rentre dans une zone où la baisse du prix du pétrole devient mauvaise pour l'économie mondiale, parce que la situation des exportateurs de pétrole devient extrêmement difficile. Algérie, Nigeria, Arabie Saoudite, Iran, Irak, et donc on n'est plus dans la région où la baisse du prix du pétrole stimule la croissance mondiale. On a une telle dégradation des économies des exportateurs de pétrole qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, la baisse du prix du pétrole dégrade l'économie mondiale. Est-ce qu'il y a aussi un changement de perception par rapport à ce qu'on avait avant? C'est durable comme phénomène ou pas? C'est un peu au doigt mouillé, mais est-ce que c'est durable à vos yeux, Patrick Artus? La baisse du prix du pétrole, oui, parce que d'une part, il y a toujours trop de pétrole, et le pétrole pourrait être encore beaucoup plus bas en prix si il y avait moins de stockage. Ce qui tient le pétrole à 35-37 $ le baril ce soir, c'est les stocks qui augmentent considérablement. Et puis deux, il y a le géopolitique. Les Saoudiens veulent maintenant avoir une influence très négative sur l'économie de l'Iran, de la Russie, et donc la baisse du prix du pétrole a une grosse composante géopolitique, ce qui s'ajoute aux causes pétrolières pures. À ce détail près qu'on se rend compte que les facteurs géopolitiques n'ont pas d'impact là sur cette crise-là, ce qui était plus le cas précédemment en tout cas. Oui, mais une des raisons pour lesquelles les Saoudiens produisent plus de pétrole, c'est pour avoir des prix bas. Donc, au départ, il y avait un motif pétrolier qui était d'arrêter de produire les pétroles chers, et aujourd'hui, il y a un motif géopolitique qui est d'affaiblir leurs, disons, concurrents, ennemis, adversaires, qui dépendent du pétrole. Peut-être juste pour dire un mot sur le géostratégique, il est quand même inscrit, c'est une des raisons pour lesquelles la croissance mondiale ne redémarrera pas de sitôt, du moins aussi violente, parce que nous étions dans un modèle dans lequel nous savions que notre influence économique diminuait, mais le contrôle mondial perdurer. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que, en réalité, aujourd'hui, vous imaginez, c'était il y a simplement 20 ans, jamais l'Arabie Saoudite ne serait permis de lever le petit doigt sans avoir l'autorisation des États-Unis. Tout ça est fini, et ceci entraîne des mécanismes d'incertitude, d'évolution, qui rendent en fait la croissance économique mondiale très compliquée. Oui, et puis des incertitudes géopolitiques quand même assez inquiétantes ce soir. Notamment, je voudrais revenir en France quand même avec les mesures que doit annoncer, confirmer le 18 janvier le président
président de la République. Ce matin, l'Élysée, lors de ses vœux au gouvernement, a demandé à diffuser un communiqué dans lequel le président demandait au gouvernement de lui présenter dans les prochains jours un dispositif, je cite, un dispositif exceptionnel, c'est-à-dire pour un temps limité, destiné à inciter à l'embauche dans les PME. Vous-même, vous avez votre petit programme, si j'ose dire, enfin votre programme en 7 propositions. Celle qu'un va proposer, hein, parce qu'on reste toujours un peu inconditionnel, notamment une embauche avec un chèque de 1 000 à 2 000 euros pour les PME. Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Je ne sais pas qui répond d'abord. Est-ce qu'il y a urgence là-dessus? Peut-être un mot sur la méthode. La politique économique, c'est toujours des ordres de grandeur. Vous savez, vous pouvez faire de l'homéopathique, c'est un peu ce qui se prévoit. On a l'impression qu'on agite, ça fait bien, etc. Et finalement, l'impact est dans le meilleur des cas, inutile ou égal à zéro. Ce qui est apparu de nouveau, et je vous l'avais dit il y a quelques minutes, ce qui est apparu de nouveau, c'est que, au fond des deux bords politiques, quelques hommes, précisément M. Raffarin d'un côté, de l'autre côté M. Valls, chacun qui ont un rôle important, on dit c'est tellement important qu'on se met autour de la table, et on ne se met pas autour de la table pour sortir 2 000, 3 000 ou quelques milliers d'euros qu'on file à chaque personne qu'on embaucherait. C'est une vision quand même très naïve du fonctionnement des marchés de travail, mais on se prend le sujet de manière massive. Ce que nous avons essayé de dire avec Patrick, dans ce papier qui va sortir dans les Échos mercredi, c'est de sortir des mesures qui sont à effet assez rapide. Ceci ne suppose pas qu'il ne faille pas faire des grosses réformes, mais vous savez, très souvent en France on dit réforme, 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 et comme les réformes, il faut... C'est des choses très rapides. Ça n'a aucune affaire, je veux dire, c'est à trop long terme, ça prend trop de temps, il faut aller beaucoup plus vite. C'est ça que vous nous dites. Je crois que la trappe dans laquelle est tombé l'Élysée, enfin ce qu'on croit savoir et ce qui va être décidé, c'est l'idée qu'on peut remplacer les réformes par de la dépense publique. Donc on ne réforme pas le contrat de travail, on ne réforme pas le système de formation professionnelle, on ne change pas le niveau des cotisations sociales des entreprises, on ne change pas ce qui se passe avec les délais de paiement pour les PME, mais on va former 500 000 chômeurs en faisant un chèque au système de formation, et on va donner 1 000 euros 2 000 euros aux PME qui embauchent. Ça ne marche pas. On ne peut pas remplacer les réformes par des déficits publics. Ce qu'il faut, c'est des réformes. L'argent public n'est pas un substitut au fait qu'une PME n'embauchera pas parce qu'elle ne trouve pas quelqu'un qui est formé pour les métiers qu'elle a, parce que le contrat de travail qu'elle peut avoir n'est pas celui qu'elle voudrait avoir pour pouvoir embaucher, parce que la pression fiscale est beaucoup trop élevée, parce que les normes industrielles sont des centaines de normes qui pèsent sur l'activité. C'est pas en lui donnant 1 000 euros que tout le reste disparaît. Donc l'erreur, mais c'est une erreur qui date d'il y a 30 ans. On a commencé avec les allègements de charges liés aux 35 heures, puis on croit qu'en mettant de l'argent public, on peut se dispenser de faire les réformes de fond. C'est une très grave erreur. D'accord. Rajoutons-y peut-être 2 ou 3 points très rapides. Petit 1, on doit être à 1,5% de croissance, enfin espérons-le. Oui. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut arriver à gagner 0. C'est comme mettre de l'air dans les voiles pour avancer, pour transformer. Deuxième sujet, ce que nous disons, c'est ce que nous appelons des réformes, c'est toute une série de décisions, c'est pas qu'on emploie le mot décision, qui peuvent avoir des effets très rapides. Chacun sait que si on diminuait les délais de paiement, on doit sauver... Oui, mais on doit sauver... Non, mais c'est pas très compliqué à faire. Non, mais je suis d'accord, mais il y a eu 1 loi, 2 lois... Il n'y a pas de loi, Il n'y a pas besoin de loi. Il n'y a pas besoin de loi. Les délais de paiement, la loi, c'est la LM. Oui, d'accord, mais enfin, quand vous faites comme fait M. Lasserre pour la concurrence, il commence, Bruno Lasserre, quand il colle 500 millions d'amendes à quelqu'un, ça calme tout le monde. C'est ça qu'il faudrait. On sait que ça joue ça fait peut-être 20 000 emplois. On sait que si on sort assez rapidement un contrat, ce que tu disais, un contrat à droit progressif, ça veut dire notamment qu'on embauche les jeunes de manière un peu plus souple. Tout le monde sait qu'il faut le faire. Ça signifie... Oui. Ok, c'est pas fait, ça peut se faire. C'est ce que voulait faire Dominique de Villepin, Frein Uni, c'était un peu comme le contrat pour l'embauche. Non, mais je crois que ce qu'on dit, c'est que il est assez choquant qu'on ne fasse pas des réformes. Et vous avez raison, Julien, les gens ne bougent pas. Oui, mais non, mais pourquoi pourquoi les choses se font pas? Parce que les réformes que certains proposent sont extrêmement compliquées à faire passer politiquement. Quand vous proposez d'ajouter un contrat de travail comme l'a fait Renzi en Italie, vous supprimez pas les autres contrats de travail, c'est un contrat de plus. En Italie, 200 000 emplois en 1 an sur ce nouveau contrat de
travail. Quand vous proposez de supprimer les charges sociales qui restent au niveau du SMIC. C'est ce qu'a voulu vous faire Villepin lorsqu'il était prévu. Oui, non, mais attendez, supprimer. Supprimer les. On s'en remettra. Oui, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Non, mais supprimer les charges sociales au niveau du SMIC. Qui peut être hostile à ça? On sait que tous les travaux montrent que ça créerait des centaines de milliers d'emplois. Pourquoi on le fait pas? Donc il y a des choses qui sont pas très conflictuelles, qu'on peut faire extrêmement rapidement, qui s'autofinancent assez fortement parce que ça crée beaucoup d'emplois, et pourtant on le fait pas. Alors, vous aviez, je préjuge d'une question que vous avez posée, vous allez dire, oui, mais si on baisse les charges sociales sur le SMIC, si on baisse les charges sociales, attention, M. Gallois a dit, homme que nous respectons tous, que il faut c'est une sorte de trappe à la basse qualification en France. Mais c'est une manière, j'allais dire, un peu statique de voir les sujets. Il faut d'abord recréer de l'emploi dans notre pays. Il faut arriver à relancer la machine. Il faut créer peut-être l'équivalent de quelques 100 000, 200 000, 300 000 emplois rapidement. Parce que c'est ça qui permet après de réfléchir de manière plus sereine. Et ça, vous ne le ferez pas en employant des ingénieurs sortis de l'école polytechnique à qui on aura envoyé, on aura enlevé quelques charges sociales. Vous le faites parce que beaucoup de travaux en France, vacants, n'oubliez pas ce mot, les emplois vacants, très importants dans notre pays, sont des emplois non qualifiés. Donc il faut essayer d'améliorer. Dernier sujet sur le logement, chacun sait qu'on ne bougera pas d'un epsilon. Vous avez vu les derniers résultats, on commence à replonger. Bon, mais il y a des chiffres un peu positifs ce matin, sur la croix, sur le 21. Oui, mais ce qui est assez choquant aussi, je crois que les deux pièges des réformes, les deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est le premier piège qui consiste à croire qu'il suffit de travailler le côté de la demande. Or, dans le logement, c'est un cas tout à fait extraordinaire. Il y a des études innombrables qui ont été faites année après année qui montrent par exemple que le prêt à taux zéro, ça fait simplement monter les prix de l'immobilier. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut relancer le logement? On étend le prêt à taux zéro qui peut... mais ça fera monter les prix de l'immobilier, on le sait, c'est bien... Ça, c'est une demande des professionnels aussi, d'étendre le PTZ. C'est une demande des lobbies ou des professionnels. Oui, mais bien sûr, ça solvabilise plus d'acheteurs et donc effectivement, ça fera monter les prix. Très rapidement, sur le soir de l'immobilier qui est... On dit, c'est sûrement faux, que Mme Duflot a coûté 200 000 emplois à la France, qui est un beau record, ce qui donne beaucoup de légitimité à la personne. Si vous vous dites qu'il y a un problème de foncier, parce qu'il n'y a pas suffisamment de foncier, et de normes, c'est évidemment l'idée que vous redonnez à l'État, dans une situation qui est quand même très difficile, vous redonnez à l'État le pouvoir pour pouvoir relancer une politique du logement qui soit autre chose que de demander à chaque collectivité locale... On va voir qui va être nommé ministre du Logement, du reste, parce que Sylvie Pinel, elle s'en va. Peut-être un point sur la formation professionnelle, puisqu'un des gros morceaux du plan Hollande, c'est cette annonce de la reformation de 500 000 chômeurs. Simplement, on sait que le système de formation professionnelle ne ramène pas à l'emploi. C'était étudié, regardé. On a quand même pas mal d'expérimentations en économie. On a des résultats qui sont assez solides. Donc si vous mettez 500 000 chômeurs de plus dans le système de formation professionnelle, vous n'aurez aucun résultat en termes de retour à l'emploi. Et donc il faut faire ce que dit Jean Hervé. On sait où sont les emplois vacants, on sait dans quelle région ils sont, dans quel secteur ils sont, et il faut canaliser vers les emplois vacants. C'est le fléchage. Premier sujet, il y a un doute sur ce chiffre des emplois vacants. D'habitude on dit qu'il y en a entre 200 000 et 400 000. Nous pensons l'un et l'autre qu'il y en a beaucoup plus. Plus d'un million probablement. Plus d'un million. Il faut savoir où ils sont. Emplois vacants, que les entreprises cherchent à pourvoir et pour lesquels elles ne trouvent pas de salariés. Si c'est le cas, c'est là où il faut faire de la formation. Dont Edwige, dont un tiers des emplois de genre scientifiques, des professions médicales, des ingénieurs, des informaticiens, et 2 tiers dans l'artisanat, la distribution, la restauration, dans des emplois peu qualifiés. Et on le sait, on a des chiffres, et donc il faut un système de formation qui amène les gens vers ces emplois. La conclusion de tout ça, c'est que l'économie, les études économiques, ça sert. Ça peut servir. Là où je suis, mais vous avez raison, en 2016, il faut rester optimiste pour la France, notamment, c'est que tout ça, je veux dire, on le sait, simplement, ça ne franchit jamais la barre des actes politiques. Voilà, c'est ça un peu la difficulté, non ? Il doit y avoir un peu de notre faute, parce que ce qu'on vient de dire là, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'analyses économiques extrêmement convaincantes et qui effectivement n'ont pas l'air d'être intégrées au moment de la décision. Et sur le logement, sur l'emploi. Et l'emploi, on sait que c'est un problème de pourvoir ces emplois vacants qui sont largement pour des salariés. Regardez la question du SMIC, parce que justement ça fait partie de vos propositions. La question du SMIC, je me souviens que ce soit à gauche comme à droite, au lendemain des élections régionales, on dit mais grave erreur, c'est de ne pas avoir donné un coup de pouce au SMIC. On a beau expliquer que c'est plutôt mauvais pour l'emploi,
ben, ça ne passe toujours pas dans les mentalités des hommes politiques. Nous sommes d'accord, mais c'est pour ça que la piste consistant à baisser les charges sociales qui restent très élevées au niveau du SMIC, c'est 20%, hein, et quand même une piste qui est politiquement beaucoup plus indolore que de toucher au SMIC. Et je suis d'accord que toucher au SMIC, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Et vous voyez toutes ces mesures, quand vous y réfléchissez, souvenez-vous de ce qui est passé en 58. Parce que c'est comme un truc comme ça qu'il va falloir faire. Hein. On va pas rester avec 6 millions de chômeurs, 5 millions et demi de chômeurs à vitam aeternam. Donc, ce sont des mesures qu'il faut prendre vite, bien, rapidement, avec efficacité, par des ordonnances, par des ceci, par des cela, pas de loi, pas de ceci, pas de cela. La gauche du Parti socialiste qui est pas contente, c'est dramatique. Le Front National qui est pas content, c'est pas dramatique. Et c'est là où on vient sur la grande coalition. Il est vraisemblable que jamais la France ne fut aussi consensuelle sur l'idée qu'il faut bouger de manière intelligente. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des élections présidentielles. Hein, mais donc, peut-être que ça sera au contraire l'occasion de faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Et donc, voilà, votre programme, évidemment, on peut le retrouver sur le site du Cercle des économistes, les propositions à faire d'urgence. Merci Jean-Hervé Lorenzi. Merci Patrick Artus. Voilà, c'est la fin de cet orage. Dans un instant, les décodeurs de l'écho avec Fabrice Lundi. Et nous, on se retrouve demain à 12h, 13h, 18h, 19h, comme tous les jours. À demain, très bonne soirée.